En Côte d'Ivoire, les militants du PDCI revendiquent le pouvoir en 2020. C'est à l'occasion du 3e anniversaire de l'appel de Daoukro. Quatrième réunion de l'Union panafricaine de la jeunesse au Niger. À l'occasion a été annoncée la création du Fonds pour le développement de la jeunesse. La Tunisie a reporté les premières élections municipales. Elles étaient prévues pour décembre. Grand est mon plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information sur SICA. Bienvenue. Tension lundi à Abidjan entre policiers et étudiants. De nouveaux affrontements ont en effet éclaté alors que les manifestants protestaient contre la hausse des frais d'inscription pour la rentrée scolaire. Une mobilisation à l'appel de la puissante fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. La quiétude du quartier de Cocody a été donc troublée de nouveau par de nouveaux affrontements entre policiers et étudiants. Devant et à l'intérieur de la résidence universitaire Mermoz, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène. Ils répliquaient à des jets de pierre lancés par des manifestants depuis les étages des bâtiments. Des échauffourées similaires avaient eu lieu mercredi dernier et les manifestants qui souhaitaient rejoindre les locaux du ministère de l'Éducation situés dans le quartier du Plateau ont été bloqués par les forces de l'ordre. Des affrontements ont alors éclaté à l'université Félix Houphouët-Boigny et dans des campus universitaires de Cocody également. Nous étions donc en Côte d'Ivoire, nous y restons pour parler cette fois-ci politique. En Côte d'Ivoire, plus précisément à Daoukro, situé dans le centre du pays, le PDCI, parti allié du président ivoirien Alassane Ouattara, a rappelé dimanche les termes de l'appel de Daoukro. C'était à l'occasion du 3e anniversaire de cet appel. Lancé en septembre 2014, l'appel de Daoukro constitue la base d'un accord politique de soutien à la candidature unique du président Ouattara qui prévoit l'alternance politique en 2020. Une alternance qui doit ramener le PDCI au pouvoir. L'appel de Daoukro, lancé en septembre 2014 par l'ex-président ivoirien Henri Konan Bédié, chef du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI, en faveur de la candidature unique du président Alassane Ouattara dans le cadre de la présidentielle de 2015, prévoit une alternance politique qui doit ramener le PDCI au pouvoir en 2020. Le PDCI a rappelé dimanche à Daoukro, ville située dans le centre de la Côte d'Ivoire, le contenu de cet appel qui constitue l'un des piliers essentiels d'un accord politique. Henri Konan Bédié a surtout rappelé qu'il avait accepté en 2015 de ne pas présenter de candidat au nom de son parti contre le président Ouattara au prix de nombreux sacrifices. Toutefois, le chef du PDCI a dénoncé des remous au sein des partis de la coalition qui mettent à mal la cohésion au sein de l'Alliance et la paix en Côte d'Ivoire à 3 ans de la prochaine présidentielle. Lors du congrès de son parti, le RDR, il y a une semaine, le président Alassane Ouattara avait également insisté sur l'importance de l'alliance avec le PDCI en vue de la présidentielle de 2020. Il a surtout assuré vouloir aboutir rapidement à un parti unifié. Et toujours à l'occasion de ce 3e anniversaire de l'appel de Daoukro, les militants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire rassemblés autour de l'ex-président ivoirien Henri Konan Bédié ont été plus que formels. 2020, c'est le tour du PDCI de prendre le pouvoir. Quelques militants l'ont exprimé au micro de notre correspondant à Abidjan, Chris Paterne à Sémian. Simplement, il faudrait que le RHDP marche et qu'on ait un candidat que tout le monde doit le supporter, le soutenir. Notre souhait est que le candidat de 2020 soit quelqu'un du PDCI. Le RDR a fait, il faudrait que le PDCI fasse aussi, gouverne aussi. Enfin, disons, le président soit un PDCI. Ce que nous attendons, c'est que la Constitution soit respectée. C'est-à-dire, toutes les clauses de la Constitution qui concernent l'élection présidentielle pour 2020 soient totalement respectées. Lorsqu'on parle que la Constitution soit respectée, je pense que l'alternance est incluse là-dedans. Parce que, de toutes les façons, lorsque les 2 mandats du président Alassane Ouattara sont terminés, le mandat qui suit devra être le mandat d'un des partis de l'alternance. Ce n'est pas un souhait.
c'est une exigence de la norme. Parce que le PDCI compte parmi les partis de l'alliance du RADP. Par conséquent, en 2020, il ne doit faire l'objet d'aucun doute. C'est le PDCI qui doit briller, n'est-ce pas, le pouvoir d'État. Direction la Centrafrique à présent pour parler rebondissement dans l'affaire recrutement de mercenaires pour renverser le chef de l'État en Centrafrique. Les avocats du président de l'Assemblée nationale, Karim Mekassoua, ont déposé plainte pour injure, diffamation, incitation à la haine et atteinte à la sûreté de l'État, entre autres contre Didacia Kosimachi. C'est l'énième épisode d'une série qui illustre le bras de fer qui se livre depuis des mois entre l'exécutif et le législatif. Le porte-parole du comité de soutien à Faustin Archange Touadéra a fait cette accusation en juillet lors de conférences de presse. Début août, l'homme a même appelé à une grande marche à Bangui pour exiger la démission du président de l'Assemblée nationale. Karim Mekassoua porte donc l'affaire en justice. Nous poursuivons ce journal, cette fois-ci cap est mis sur le Niger. Niamey a abrité du 17 au 18 septembre la 4e réunion ordinaire de l'Union panafricaine de la jeunesse. À cette occasion, le comité exécutif a annoncé la création par l'Union africaine du Fonds pour le développement de la jeunesse. Le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Maramadou. Placé sous le thème « Investir dans l'entrepreneuriat des jeunes pour tirer profit du dividende démographique », la 4e réunion du comité exécutif de l'Union panafricaine de la jeunesse a été un moment décisif qui a permis d'évaluer le mandat de l'équipe dirigeante. La réunion a aussi été l'occasion de faire le point sur les avancées du plan d'action élaboré et adopté à Kinshasa, en République démocratique du Congo, en 2015. La réunion s'est en outre félicitée de la signature au cours du mandat en cours du premier protocole d'accord entre l'Union africaine et l'Union panafricaine de la jeunesse sur les modalités d'un travail commun pour l'épanouissement de la jeunesse africaine. Le comité exécutif a salué la création en juillet 2017 à l'occasion du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine d'un fonds africain pour le développement de la jeunesse d'un montant de 7 millions de dollars représentant 1% du budget de l'Union africaine. Aujourd'hui, nous avons le Fonds africain pour le développement de la jeunesse. Nous recommandons à ce que les États aussi puissent créer ce fonds au niveau national, appuyer les jeunes qui sont dans les milieux un peu reculés du pays, les jeunes démunis, les jeunes en difficulté, qui n'ont pas l'accès à l'éducation, qui ont par exemple des initiatives entrepreneuriales. Donc, à mon humble avis, nous ne sommes pas venus seulement pour le comité exécutif de l'IPJ, mais aussi pour faire un plaidoyer pour la jeunesse nigérienne. Et comment est-ce que ces jeunesse peut se retrouver, quelles sont les stratégies à mettre en place, quelles sont les stratégies qu'on peut soumettre au gouvernement avant notre départ de ces pays. Le Conseil national de la jeunesse du Niger, qui a fait le plaidoyer auprès du président nigérien Issou Mahamadou afin qu'il mobilise ses pairs pour la création de ce fonds, espère qu'il sera très bientôt alloué. La jeunesse africaine est confrontée au chômage, à l'immigration et son corollaire de mort. Le Fonds africain pour le développement de la jeunesse, qui est annuel, constitue ainsi une bouffée d'oxygène, mais loin de résoudre les problèmes de la jeunesse. Son mécanisme de fonctionnement sera déterminé au prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine de janvier 2018. Au Niger toujours, et pour la énième fois, l'opposition politique boycotte une réunion du Conseil national du dialogue politique, le CNDP, convoqué par le Premier ministre. Eh bien, l'opposition pose ses conditions à toute éventuelle reprise des discussions, mais le gouvernement ne l'entend pas de cette oreille. Plus de précisions à présent à travers ce reportage. La main tendue par le Premier ministre nigérien, Brigui Rafini, à l'opposition politique n'a finalement pas été acceptée. Dans sa lettre adressée au chef de file de l'opposition, le Premier ministre évoquait des échanges sur les conditions et les modalités de reprise du dialogue politique afin de créer un climat de sérénité et d'apaisement. Tout en rejetant l'invitation, l'opposition réunie au sein du Front pour la restauration de la démocratie et la restauration de la République, le FRDDR, pose des conditions à toute éventuelle discussion. Selon le chef de file de l'opposition par intérim, Amadou Djibou, il faudrait d'abord trouver un cas de dialogue inclusif en présence de témoins sincères et crédibles, c'est-à-dire des observateurs internationaux. Ensuite, il faudrait créer un cas qui discutera de la
malgouvernance du régime de la 7e République. Un véritable dialogue de sourds quand on sait que depuis le début du second mandat du président Issoufou, c'est la 6e fois que l'opposition nigérienne boycotte les travaux du CNDP, le Conseil national du dialogue politique. Le processus de révision du code électoral dont les travaux ont démarré à l'Assemblée nationale a ainsi été boycotté par l'opposition. Une fois de plus, la partie gouvernementale se trouvera seule pour discuter de l'élaboration du fichier électoral biométrique et de l'instauration de la nouvelle commission nationale indépendante. Et la Tunisie a reporté sine die lundi les premières élections municipales de l'après-révolution. Ces dernières étaient au départ prévues pour décembre prochain et attendues de longue date pour consolider la transition démocratique. Les élections municipales ne se tiendront pas à bonne date en Tunisie. Ainsi en a décidé le gouvernement. La majorité des partis politiques étaient pour le report des premières élections municipales depuis la chute du régime Ben Ali en 2011 jusqu'à mars 2018. Argument mis en avant, l'état d'impréparation du scrutin. Mais à l'issue de 4 heures de réunion avec des représentants du Parlement, de la présidence et du gouvernement, ils ne sont pas parvenus à fixer une nouvelle date. Nous remettons en cause, à l'heure actuelle, ce que nous voyons, nous remettons en cause l'indépendance de cette ISI. Nous avons accepté le report et la date proposée par l'ISIE. Un autre rendez-vous avec les partis politiques est prévu dans 10 jours maximum pour déterminer un calendrier avec des délais précis. Espéré depuis des années, les municipales devaient permettre d'ancrer le processus démocratique à l'échelon local avec ses milliers d'élus. Il devait aussi permettre d'améliorer la vie quotidienne dont la dégradation depuis 2011 irrite les Tunisiens. Crise des Rohingyas en Birmanie. La dirigeante Aung San Suu Kyi a assuré mardi que la Birmanie était prête à organiser le retour des plus de 410 000 Rohingyas réfugiés au Bangladesh voisin. L'autorité s'est dite profondément désolée pour les civils pris au piège dans la crise. C'était quelques heures avant l'ouverture de l'Assemblée générale de l'ONU ce mardi. La dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, à l'occasion, a adressé un message d'apaisement à la communauté internationale. Pour rassurer, elle s'est engagée à organiser le retour des plus de 400 000 Rohingyas musulmans enfuis au Bangladesh. La prix Nobel de la paix, critiquée pour son silence et sa froideur durant plus de 3 semaines de crise, a appelé à la fin des divisions religieuses entre majorité bouddhiste et minorité musulmane. Nous condamnons toute violation des droits de l'homme et les violences illégales. Nous nous engageons à réinstaurer la paix, la stabilité et l'état de droit à travers l'État. Depuis le 5 septembre, il n'y a pas eu d'affrontement d'armées et il n'y a pas eu d'opération de nettoyage. Cependant, nous sommes inquiets d'entendre le nombre de musulmans qui ont fui en traversant la frontière avec le Bangladesh. Nous voulons savoir pourquoi cet exode se déroule. Nous voulons parler à ceux qui ont fui et à ceux qui sont restés. Il y a eu des appels à rapatrier les réfugiés qui ont fui la Birmanie pour le Bangladesh. Nous sommes prêts à débuter la procédure de vérification à tout moment. Une procédure de vérification a été mise en place dès 1993 et selon les principes sur lesquels les deux pays se sont accordés à ce jour, nous pouvons continuer la vérification de ces réfugiés qui veulent retourner en Birmanie. L'an dernier, à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, Aung San Suu Kyi avait promis de défendre les droits de cette minorité considérée comme l'une des plus persécutées au monde, promettant de s'opposer fermement. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite des programmes sur Sika. Au revoir.